Bonjour auditeurs de Musée Gabon de 4 ans, je suis avec vous, votre animateur, et pour ce numéro du jour, je reçois le docteur Ivan Komna-Oula-Boussou, docteur en histoire des relations internationales et enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Bonjour docteur. Bonjour, Hervé. Alors, comment allez-vous? Ça va, merci. Merci de vous recevoir. Alors, je suis Yvan Komna-Oula-Boussou et je suis docteur en histoire des relations internationales, diplômé de l'université de Londres. Je suis spécialiste des questions de paix et sécurité, affaires politiques, gouvernance, cohésion sociale. Je suis par ailleurs expert en climat, paix et sécurité. Et je suis depuis peu enseignant-chercheur au département des sciences historiques de la faculté des sciences humaines justement de l'université de Londres. Alors je suis par ailleurs auteur de plusieurs publications en termes d'ouvrages et bien sûr en termes d'articles scientifiques. Alors, initialement, il faut dire que la carrière d'enseignant-chercheur, je n'en savais pas grand-chose avant que je n'arrive à l'université moi-même, mais c'est quelque chose que déjà je nourrissais depuis mon plus jeune âge, donc depuis le lycée. Donc j'avais en réalité trois rêves. Le premier était celui de devenir communicateur, sinon journaliste. Et donc, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai échoué brillamment à tous les examens qui auraient pu m'amener à devenir communicateur ou journaliste. Donc j'ai échoué et puis il restait quand même qu'il y avait le grand portail, comme on dit, et qui malheureusement bénéficiait d'une mauvaise presse, selon qu'on disait le mauvais, c'est le fourre-tout, le mauvais, c'est n'importe quoi, etc., etc. Et donc quand j'y allais, initialement je voulais embrasser deuxièmement la carrière de diplomate, d'accord? Donc, me lancer en diplomatie et tout ce qui va avec. Seulement, il a fallu que je fasse la connaissance justement du département à l'époque d'histoire et archéologie, devenu tout un temps, le département des sciences historiques. Et donc, évoluant notamment après ma licence, je me suis spécialisé en histoire des relations internationales. Et c'est là effectivement que j'ai appris et compris de quoi exactement il s'agissait, selon qu'il fallait faire un troisième cycle. Donc après mon doctorat, ce n'est vraiment pas par défaut. J'ai été marqué par un certain nombre de maîtres, donc d'enseignants et de collègues, qui m'ont donné, je veux dire, l'envie d'aller et de voir beaucoup plus loin que ce que je voyais déjà. Et donc je suis devenu enseignant parce qu'il y avait de la qualité, parce que j'ai senti ça très tôt venir. Et surtout, au-delà de tout, c'est que comment devenir un exemple, comment impacter son milieu, comment impacter son environnement. Je n'ai pas trouvé meilleur moyen que celui justement de transmettre ce que j'avais reçu. La passion d'enseignement est née là, facilement, depuis le vent d'école, depuis étant étudiant. Et je me suis dit qu'il fallait que je transmette. Et transmettre passait nécessairement par le statut d'enseignant. Bon, j'avoue que ce n'était pas au début facile parce que on tombe dans la recherche à un certain niveau, mais en s'inscrivant déjà en thèse, je savais qu'il y a des sacrifices qu'il va falloir faire, mais depuis la classe de master, on nous habitue déjà à être des chercheurs. Et parce qu'on a eu un encadrement à l'histoire, j'ai très vite compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Bon, comment est-ce que j'arrive à concilier les deux? C'est qu'il faut faire la part des choses, ok? Et la recherche est un environnement assez contraignant et qui demande beaucoup de mobilisation et de sacrifices de soi. Je me suis dit, il va falloir que effectivement je mette au profit de cette nouvelle casquette le maximum de mes capacités et compétences. Donc on est docteur, on est assistant, on est maître assistant, on est maître de conférence, et ainsi de suite.
il a fallu justement briller par le travail. Et jusqu'ici, je précise, je suis docteur, par conséquent, j'ai encore de la progression à faire. Et pour arriver à cette progression qui va pouvoir me démarquer davantage, c'est la production. La production voudrait donc qu'on donne à la science la place qui lui revient de droit, mais également qu'on se donne à soi-même, à sa vie, à la vie de tous les jours, au quotidien, à la famille, à tout l'environnement qui est extra-universitaire, la place également qui lui revient. Donc il s'agit simplement de faire la part des choses et de comprendre les exigences des milieux qu'on côtoie. Donc, en famille, qui est-ce qu'on peut être, qui est-ce qu'on doit être, et lorsque on est suffisamment alimenté et informé des exigences du métier ou encore de la carrière qu'on a embrassée, ben on se lance là-dedans en faisant des sacrifices qu'il faut. Donc, je crois que c'est comme ça que j'arrive à concilier les deux. À ce jour, je n'ai pas trop de problèmes. J'espère que les choses vont toujours dans le même sens. Alors, au sein de l'université, il faut dire que c'est déjà peut-être pas forcément au sein de l'université peut-être du point de vue de la Bonin, c'est déjà de comprendre qu'on avait la ressource nécessaire ici au Gabon pour former les docteurs. Et comme aime à le dire mon maître, donc le professeur Jean-François Ouaille, un docteur formé au Gabon n'a rien à envier à un docteur formé ailleurs. D'accord? Nous sommes tous chercheurs, nous sommes tous enseignants, et parfois on arrive à avoir une meilleure performance que ceux-là qui sont allés voir ailleurs. Donc c'est déjà de mettre la préférence, d'accord, au niveau national, peut-être un peu ce qu'on va m'appeler la préférence nationale. Ça c'est, de mon point de vue, la première innovation pédagogique qui aurait peut-être marqué les évolutions au niveau de la pensée de ce que peut être un docteur, un enseignant-chercheur, etc., etc. À côté de ça, c'est que la formation ne se limite pas au fait de donner des aptitudes de chercheur ou d'enseignant-chercheur à un individu, mais c'est également de donner à cet individu la possibilité de s'exprimer, d'exprimer ce qu'il aura appris tout au long de son parcours. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les politiques qui sont mises en œuvre de la part déjà de l'université, mais également des décideurs, de mettre effectivement la préférence sur d'abord les produits locaux, selon qu'on arrive à compter sur les personnes que nous avons formées, pour ensuite donner un autre visage, une transformation significative à notre environnement. Je pense en termes d'innovation, ces dernières années, c'est justement cela. Et aujourd'hui, on peut le dire que les docteurs produits par l'université ou encore par les écoles, les universités japonaises ne font justement pas honte à la corporation. Je ne parlerai pas forcément de tout ce que tout le monde ignore, mais ou encore de ce qui pourrait surprendre tout le monde. Je pense que, comme je le disais tantôt, je savais que je voulais embrasser une carrière d'enseignant-chercheur, du moins enseignant du supérieur, mais après je ne savais pas exactement les défis auxquels j'allais être mis en place. Mais une fois que j'ai compris cette urgence-là assez tôt, je n'ai plus de surprise. Je n'ai plus de surprise, mais il faut quand même revenir à l'essentiel et à ce qui frappe. C'est déjà par exemple les effectifs. Nous-mêmes, nous avons été étudiants là, on avait des effectifs, on nous demandait comment est-ce que nos maîtres faisaient. Aujourd'hui, nous sommes en face de ces effectifs, mais avec quand même une petite différence. Nos maîtres en leur temps ont été aussi des jeunes enseignants en face des jeunes étudiants, quasiment les mêmes générations. Mais aujourd'hui, encore plus. Vous voyez, on a des gens dans nos salles, dans nos amphis, qui sont parfois nous sommes de la même génération, il y en a qui sont plus âgés, etc. Donc, il y a tous ces éléments qui font que la surprise, en fait, c'est au quotidien. Maintenant, c'est à nous simplement de savoir adapter ce que nous sommes, le grade que nous avons, et surtout ce que nous voulons faire dans les salles de classe, pour qu'on ne soit pas trop dépassé par les situations. Donc, dans mon cas, je dirais que je n'ai pas vraiment été surpris,
Je sais qu'il y a du travail à faire de notre côté, parce qu'enseignant, il faut éviter la prétention de tout savoir, et du côté aussi des enseignants, naturellement, il y a des innovations, il y a des surprises qui font que vous êtes obligés de vous adapter au quotidien, aux petits individus que vous avez, selon que ces individus sont beaucoup plus, je veux dire, peut-être alimentés à une façon de faire qui est beaucoup plus proche de nous, selon que nous sommes dans les mêmes générations. Donc, je n'ai pas, le seul défi, c'est simplement de réussir au quotidien et d'être très bon enseignant, mais je n'ai pas eu de défi ou encore de surprise à ce jour, du moins, qui soit de l'ordre à m'amener à m'interroger ou à me questionner sur est-ce que j'ai fait le bon ou le mauvais choix. Alors, comme je disais tantôt, on voit ce qu'on arrive à faire aujourd'hui à la qualité de la formation et de l'enseignement qu'on a reçu soi. D'accord? Et la conception d'un cours est elle-même basée sur la compréhension d'abord du niveau, et une fois qu'on a compris le niveau dans lequel on va donner un cours, on a aussi compris les objectifs. Donc, il y a des objectifs qui sont fixés, spécifiques, généraux, des objectifs pédagogiques. On voudrait savoir que faut-il donner à un étudiant, par exemple, de deuxième, de troisième, de première année, d'accord, pour qu'il comprenne exactement de quoi parle-t-on dans le cours où il sera dispensé. Les mêmes objectifs vont peut-être être ceux aussi des cycles supérieurs, mais ils ne seront pas donnés, du moins le cours ne sera pas donné, je veux dire, au même degré, parce que naturellement, on a des échelons qui marquent la progression de l'individu, souvent on est sûr qu'en deuxième année, un étudiant pourra comprendre telle ou telle chose de telle ou telle manière, et en troisième année, ainsi de suite. Donc il y a une progression qu'on est censé prendre en compte. Donc là, à ce jour, je pense que l'ambiance, et d'ailleurs, je vous conseille peut-être de voir un peu du côté de mes étudiants, l'ambiance est super belle, bonne en forme, parce que j'essaie d'établir avec les étudiants un contact d'abord d'humain, avant d'être celui de l'enseignant et de l'enseigné. Voilà, donc il s'agit en réalité d'installer un climat avec les étudiants qui, comme je disais, ne pas les prendre au haut, ne pas d'abord se présenter à eux comme l'enseignant, mais d'abord comme un humain qui a un lot ou encore une quantité de connaissances à donner, et eux, ils ont naturellement quelque chose à recevoir, donc ils vont se mettre dans cette posture de recevoir, selon que vous serez dans la posture de vouloir et de transmettre, ce qui fait qu'à ce jour, j'ai pu développer que de très bons contacts avec les étudiants ou encore les enseignants que j'ai pu avoir. Alors, la passion de la recherche, c'est déjà de leur témoigner de mon parcours, de leur dire qu'effectivement, moi je suis un fils de prolétaire et je suis arrivé là parce que forcément, je suis né avec une cuillère à dans la bouche, et non parce que j'avais un nom, c'est parce que j'avais une volonté de faire quelque chose, mais surtout de marquer mon passage. Et cette volonté, parce que je ne suis que moi, peut être la volonté de tout le monde. C'est de leur dire que même si aux yeux de certains, ce que je suis peut paraître pour les uns et les autres comme un exploit, c'est de leur dire que tout le monde peut arriver à ce que moi je suis arrivé, mais surtout tout le monde peut dépasser ce que j'ai pu faire et réaliser à ce jour. Donc je leur transmets cela en leur montrant effectivement la pertinence de ce que peut être un parcours comme le mien, d'accord, la pertinence et surtout les opportunités liées à cela, mais tout cela part quand même déjà du vécu de l'individu et du rapport qu'il a à la science. C'est de leur montrer que lorsqu'on a atteint un certain niveau qu'on juge soi-même suffisant, on peut désormais impacter à la société à tel ou tel autre niveau. Mais c'est de leur dire aussi qu'en fait, on n'est pas docteur parce qu'on est supérieur à quelqu'un. On n'est pas enseignant-chercheur parce qu'on est supérieur à quelqu'un. Non, c'est parce qu'on a fait le choix, parce que la vie nous l'a permis, parce que les conditions dans lesquelles on était nous l'ont permise. Mais en réalité, la flamme, encore la passion est transmise selon qu'il doit avoir en vous un modèle. C'est nécessairement de devenir un modèle pour quelqu'un et dites-leur toujours qu'ils ont la capacité, la faculté, qu'ils ont le potentiel de devenir
ce que vous êtes aujourd'hui, mais surtout de surpasser ou surclasser ce que vous leur représentez. C'est comme ça que je crois que j'essaie de transmettre. Et à ce jour, ça se passe très bien parce que j'ai du très très bon contenu, de très très bon contenu. Alors, de façon générale, le défi majeur de cette discipline, vous savez, nous sommes dans un contexte et j'ai pu comprendre en faisant des études que ce qui nous différencie du simple diplômé, c'est qu'on a compris le contexte dans lequel doivent se développer les études. Raison pour laquelle, d'ailleurs, moi je me définis comme un afro-centriste. Par exemple, j'ai fait une thèse sur ce que j'ai appelé l'africanisation de la presse. D'ailleurs, la première thèse qui a été faite dans le monde universitaire à ce jour, relativement à la question de la paix en Afrique. Comment est-ce que les Africains eux-mêmes pensent le concept de paix et à partir de comment ce concept doit-il intégrer les habitudes, les mécanismes, les institutions africaines. Donc, le défi majeur, c'est déjà d'arrimer le contexte gabonais, le contexte africain, le contexte régional, sous-régional, continental, à la pensée universelle, c'est moi ce que j'appelle l'universalisme intellectuel. Donc l'idée pour moi, le vrai défi c'est cela. Comment est-ce qu'on pourrait construire désormais, dans le cadre du Gabon, l'histoire des relations internationales vue par les intellectuels gabonais? Comment est-ce qu'on pourrait construire la posture intellectuelle scientifique du Gabon dans le champ global et interplanétaire, scientifique je pense, qu'est l'histoire des relations internationales? Une fois qu'on a compris ça, on est à même d'adapter nos études, notre capacité à raisonner et la production que nous faisons au contexte dans lequel nous évoluons, de sorte qu'on va en réalité proposer quelque chose de neuf dans cet environnement que la science. À quoi servirait de faire une étude, une production scientifique qui serait peut-être la même chose que ce que va faire déjà un Indien, un Français, un Chinois, etc., etc. La science, comme le disait quelqu'un, évolue par erreur corrigée, mais en réalité, on devrait aussi comprendre qu'il y a science, c'est parce que la fin des propositions, des suggestions, de la réflexion scientifique de quelqu'un devrait permettre d'initier et surtout, je vais dire, de susciter chez nous le début d'un nouveau débat. D'accord? On n'invente pas la roue du temps, mais à partir de nos canaux scientifiques et de ceux que nous sommes, nous devons pouvoir penser l'Afrique, penser la science à partir de ce que nous avons et de ce que nous faisons. Et c'est en cela que je me dis, principalement pour un afrocentriste, l'afrocentricité est pour moi la conception non pas panafricaine de l'Afrique, mais aujourd'hui, on devrait se dire, c'est qui l'Afrique, c'est quoi l'Afrique, c'est quoi l'Afrique? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il peut donner au monde? Mais qu'est-ce qu'il peut tirer aussi du monde pour justement continuer à justifier, peut-être pas justifier, mais à imprimer et à imposer son existence? C'est cela le défi majeur en ce sens. Si on veut faire l'histoire des relations internationales ou toute autre science qui soit déconnectée du vécu, de la réalité du quotidien du Gabonais et de l'Africain, je pense qu'on aura tout fait mais ceux de la science. Et je veux pour cela citer d'ailleurs quelqu'un qui a tous marqué le monde de la population, science sans conscience, et là, une fois qu'on a fait de la science, qui n'arrive pas à transformer notre quotidien. En tant que Gabonais, en tant qu'Africain, on aura tout fait. On sera ça, à nous donner, mais j'ai besoin de passer sur ça. Alors, à ce jour, je suis auteur je le disais, de plusieurs publications. J'ai un ouvrage, notamment tome 1 d'une série d'ouvrages que j'ai fait avec les éditions L'Harmattan en France. Il s'agit de, le titre est l'Afrique et le choix de la domination, qui est un seul tome 1. Et au niveau national, j'ai une édition qui date de bientôt 2 ans, donc intitulée Prise Clotaire politique du Bénin et le renouveau du Gabon, contribution à la construction d'une figure héroïque au prisme de l'histoire nationale. Donc
Il s'agit ici d'un petit ouvrage qui prend un peu en compte certains éléments sociologiques, anthropologiques, scientifiques, de ce qui aurait pu amener à ce que nous avons connu ici le 30 août 2023, donc la situation du Canada, de l'immigration. Il y a pas mal d'articles dont je suis fier, et les dernières dates d'ailleurs, publiées avec une revue ivoirienne. Il s'agit simplement à l'intérieur de voir un peu la question de la paix et la sécurité africaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc je m'intéresse à toutes ces questions-là parce que naturellement je dis l'Afrique a gros chapitre, comme je disais, il est bon pour nous, pour justifier justement notre entrée dans le monde de la pensée scientifique africaine, de penser l'Afrique à partir de ce que nous sommes, de ce que nous avons, de ce que nous pouvons protéger. Donc les travaux, il y en a tellement, et on a trouvé sur Internet, sur Google, et il y a d'autres pour lesquels naturellement je suis encore en attente de publication, mais tout est déjà presque. Alors, oui, le stage à l'Union africaine était relatif justement à mes travaux doctoraux. Il s'agissait justement, selon la spécialité dans laquelle je suis, donc affaires politiques, gouvernance, paix et sécurité. Il s'agissait pour moi de comprendre un peu les mécanismes de paix que l'Afrique avait pensé et pourquoi pas proposer ce que je pensais être des innovations. Donc c'est un stage qui s'est passé principalement à la commission de l'Union africaine à l'Escrivain en Éthiopie et pendant lequel j'ai pu m'illustrer dans la rédaction du rapport, dans l'appui à la conception de certaines idées et réflexions et bien évidemment avec l'appui dans l'analyse des situations politiques. Vous savez, l'Afrique est un continent tellement dynamique, mais ce dynamisme de l'Afrique fait que ce soit une Afrique principalement en guerre, malheureusement, parce que nous pensons que les mécanismes de paix qui ont été pensés par cette Afrique elle-même, aujourd'hui, ont montré leurs limites. Et le stage nous a permis d'abord de le comprendre, de réaliser et surtout d'aller beaucoup plus loin, parce que nous avons pensé cela à partir de ce qu'était l'Union africaine avant qu'elle soit l'Union africaine, donc l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, nous aujourd'hui l'Union africaine, mais bien avant elle encore avec d'autres institutions qui sont venues de l'avant et celles qui sont dépendantes, les voies des organes, les organes régionaux, sous-régionaux, etc. Donc c'était vraiment cela et ça nous a permis d'ailleurs de rentrer en contact direct d'une certaine réalité qui nous a permis de réaliser effectivement qu'il y avait des limites et donc on pouvait proposer des pistes de solutions. Je disais donc aussi on fait de la recherche scientifique sans qu'on ait en filigrane de vouloir développer notre environnement, on aura tout fait sauf l'essentiel. Et je citais d'ailleurs François Rabelais qui nous rappelait que science sans conscience n'est que boum de l'âme. Je disais déjà sur un plateau de télévision qu'on a fait, et on continue à faire, ce reproche aux universitaires d'être producteurs d'un savoir trop savant qui finalement finit par rester dans le monde des universités ou encore dans le laboratoire. Mais si ce savoir ne sort pas, n'arrive pas au quartier, n'arrive pas chez le citoyen lambda, et même lorsqu'il arrive, si ce savoir n'est pas suffisamment compris, cerné, on aura du mal à transformer la société. Et lorsqu'on ne peut pas transformer la société alors qu'on est un intellectuel, malheureusement on n'a pas compris la nécessité de faire des études. C'est en cela que je pense que le monde est libre, comme je disais, comment est-ce que, et quel est le plus grand défi aujourd'hui auquel moi je fais face, c'est celui de rapprocher au maximum ma science, mon savoir, mes capacités, mes aptitudes scientifiques et des chercheurs à la situation exacte de ce qu'est le Gabon, de ce qu'est l'Afrique, etc. L'idée est immédiate, donc on va faire des études en réalité pour impacter la société
Et une fois que cela est fait, on est sûr qu'on aura réussi quelque chose. Le reste, après, on peut apprécier les différents. L'événement international le plus marquant. Alors, je parlerai surtout de l'assassinat du président, de l'ancien président libyen, Omar Kadhafi. Donc, l'assassinat de son fils, Salih Islam. Et étant moi-même dans les relations internationales, je le dis, c'est un aspect très fort de ce que pourrait devenir les relations de l'Afrique tout entière, de ce que pourrait réellement devenir les relations de l'Afrique tout entière avec, pourquoi pas, le monde occidental. Selon que l'Afrique reste quand même victime d'une certaine prédation. Et là-dessus, il y a encore un certain nombre de non-dits, mais une fois que les spécialistes se sont réellement penchés sur la question, beaucoup de choses pourraient être dites, mais il y a ce fait. Et à ce jour, je reste marqué, selon que malheureusement, c'est des débats qu'on n'a pas beaucoup sur l'actualité, mais une fois qu'on s'y intéresse, il y a des choses qu'on pourrait découvrir, dire, par conséquent, des solutions qu'on pourrait proposer, des pistes de solutions qu'on pourrait proposer, de sorte à améliorer notre rapport à nous-mêmes, et quand je dis à nous-mêmes, c'est à le continent, et notre rapport au monde sain. Voilà. J'observe qu'on est en déconnexion quasiment continue, mais attention à cette observation tient du fait qu'on doit avoir compris un certain nombre d'éléments. Nous sommes quand même un peuple longtemps colonisé, d'abord esclavagisé, colonisé à plusieurs reprises par plusieurs personnes, mais colonisé aujourd'hui par plusieurs peuples. Et on essaie d'avoir une place à partir d'un mimétisme culturel, scientifique et tout ce qu'on veut. Ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à reconnecter le jeu aux traditions. À côté de ça, je pense qu'il y a une certaine largesse qui est faite de la part de nos autorités, parce que je pense que lorsqu'on n'a pas soi-même déjà la fibre historique, patrimoniale, psychologique, anthropologique, sociologique et historique, lorsqu'on n'a pas soi-même cela, il sera difficile de proposer quelque chose qui puisse nous amener directement à la reconnexion avec nos traditions. Et d'ailleurs, on a salué quelques initiatives du chef de l'État, discuter public, quand même, prendre dans sa façon de faire un certain retour à la culture, retour aux traditions, et l'idéal serait que tout le monde comprenne l'urgence de le faire. Parce que comme quelqu'un disait quelque part, un peuple qui n'a pas de culture est un peuple qui n'a pas d'histoire, un peuple qui n'a pas d'histoire est un peuple sans âme, un peuple sans âme, c'est un peuple en fait vide, qu'on ne peut pas réellement situer sur la carte des habitudes, sur la carte des mentalités, sur la carte même de l'histoire. Et aujourd'hui, le constat est là. Malgré qu'il persiste certaines habitudes, il y en a quand même qui essaient de refaire et de renouer, de recréer, d'exhumer ce lien-là, de sorte que le Babylonien de demain connaît ce qui s'est passé hier, que le Babylonien d'aujourd'hui connaît ce qui s'est passé hier. C'est d'ailleurs pourquoi les historiens et d'autres chercheurs écrivent et ouvertement livres sur qu'est-ce qui doit être minimum au niveau du monde. C'est ce que justement dans cette dynamique qui nous permet de comprendre ce que nous étions hier, avant-hier, pour savoir ce que nous sommes aujourd'hui, mais surtout pour structurer ce que nous devons être demain. Donc le lien est là, on est en rupture perpétuelle avec notre tradition, malheureusement, alors que notre tradition reste quand même de sorte de ce que nous devons être proposer. Le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de ne pas hésiter et de se dire déjà qu'il n'y a pas de facilité et savoir que lorsqu'on se lance dans la recherche, il y a beaucoup de sacrifices. Donc on disait, si vous trouvez que le stylo pèse, allez essayer la machette ou la barre.
Mais la vérité, c'est qu'on ne se lance pas dans ce type de défi, parce que c'est un défi, parce qu'on voudrait juste, non, c'est parce qu'en fait, on a compris les défis, d'accord, et les exigences du monde, de l'époque, du milieu, de l'environnement dans lequel nous évoluons. Et nous voulons proposer quelque chose. Donc, il est mieux de le faire et savoir ce qui se passe, comprendre cela et enfin proposer des choses. Parce que les raccourcis, certes, nous permettent d'être ici et là, de nous en sortir un petit peu plus, mais lorsqu'on va dans le monde de la recherche, il est chez nous, il y a tellement de sacrifices que parfois il est difficile, on peut être découragé parce que par exemple, il faut faire l'achat d'un certain type d'ouvrage et l'achat d'un certain type d'ouvrage, alors que déjà on a soi-même des difficultés pour se le dire, n'est pas aisé. C'est un défi, mais qui en vaut la peine. Lancez-vous, parce qu'effectivement, l'Afrique a besoin de ça, nous l'avons besoin. Déjà, merci pour, comme je disais, pour l'intérêt porté à une modeste personne. Merci à vous pour l'initiative qui est la vôtre, parce qu'on comprend effectivement en parlant du lien que le jeune japonais peut avoir avec sa mobilité, qu'il y en a encore qui essaient d'exhumer ce que nous sommes et ce que nous avons, et c'est ce qu'on veut faire. Donc, très bonne initiative, je vous encourage, je vous félicite. Et j'espère effectivement qu'on aura le résultat. Merci à vous, docteur. Merci de nous avoir reçus. Merci pour cette immersion dans le monde de l'enseignement et des relations internationales. Merci pour tout ça. C'était Hervé et tout, en direct pour Radio Ubuntu, l'émission Musée au Gabon de 4 ans. Je vous laisse, on se dit la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao!